Tarek Sassi, bonjour. Bonjour, Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? je suis fondateur du collectif Paris Anti-Crack et du collectif 93 Anti-Crack, pas le collectif qui a été usurpé, que vous avez vu avec Bertrand Kern en tête, Bastien Lachaud, Sarah Legrain et le Parti communiste aujourd'hui qui l'usurpe à des fins politiques pour faire la promotion de l'accompagnement à la consommation. Je suis issu d'un parcours sportif en force athlétique et en catch. J'ai été le premier catcheur tunisien. J'ai commencé au Canada et avec ça, on a travaillé sur des actions de sport et insertion dans les quartiers difficiles, entre autres Grigny, Saint-Denis et même dans les arrondissements difficiles de Paris, pour permettre à des jeunes, à travers des parcours sport et insertion, d'avoir accès à des métiers de la banque, du luxe, du transport et d'autres métiers qu'ils pensaient inaccessibles. Alors, vous connaissez très bien la question du crack, puisque donc vous l'avez dit vous-même, vous avez fondé des collectifs anti-crack de citoyens. Quelle est la situation aujourd'hui? La situation, en fait, c'est que on a de trimestre en trimestre une amplification du nombre de toxicomanes, du nombre de substances qui arrivent. Aujourd'hui, on n'est plus sur le crack. Il y a un nombre énorme d'opiacés qui arrivent, des nouvelles formes de cocaïne. Il y a de plus en plus d'héroïne, excusez-moi, et de dérivés de drogues injectables. La méthamphétamine, telle qu'on a pu la voir dans Breaking Bad, bah, elle est présente ici. Aujourd'hui, la drogue du crocodile, on nous l'a décrit comme étant présente à Montreux, ville du 77 ou encore du côté de l'Est de la France. Et donc, on est dans une situation de plus en plus explosive où la France est devenue le premier pays toxicomane de l'Union européenne et Europol a fait vraiment un constat alarmant aujourd'hui de ce qui se passe et le phénomène aggravant, ça a été la crise sanitaire. Alors, on a vu le camp de crackers dans ce square Porte de la Villette être évacué dernièrement par Darmanin. Euh, Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous, de cette évacuation? C'est de l'inachevé. C'est de l'inachevé. Nous avions proposé un plan d'action à plusieurs acteurs locaux et nationaux avec des promesses. Nous sommes restés en attente, nous attendons toujours. Et aujourd'hui, voir ce camp se faire évacuer, alors que depuis lundi, l'association Gaïa était au courant, elle a prévenu un maximum de toxicomanes et de dealers de partir, donc il était aux deux tiers plein, et qu'aujourd'hui on nous annonce 90 personnes, soit en hôpital, soit en centre de rétention pour être possiblement expulsés, et on verra s'ils seront expulsés, et même si on les expulse, on ne réglera pas le problème. Il y a un sentiment d'inachevé. En fait, on est vraiment dans de la politique spectacle. Et malheureusement, on n'est pas dans l'efficace. Il y a un travail de fond à faire dès maintenant pour qu'on puisse avoir des résultats d'ici 10 ans. La situation est tellement alarmante, en particulier en Île-de-France, que on doit aujourd'hui mettre les moyens au niveau de la prévention, au niveau du sevrage, au niveau de la réinsertion des toxicomanes. Et c'est ce qu'ils demandent. Et on ne le met pas. Aujourd'hui, la seule politique qu'on met en application, c'est la politique de l'accompagnement à la consommation des drogues, c'est la politique des salles de shoot, et nous n'avons aucune autre alternative qui est possible, alors qu'aux États-Unis, qui ont, une expertise de 70 ans sur ce fléau, ils ont bien sûr testé ces méthodes qui ont fait leur échec, et je peux en parler parce que j'ai vécu 2 ans sur Vancouver, Montréal, New York et New Jersey, qui sont l'accompagnement à la consommation et les salles de shoot, mais ils ont aussi testé d'autres formats qui sont les centres de désintoxication avec des pôles de réinsertion, un espace dans la nature et une reconstruction des toxicomanes qui portent ses fruits. Il faut savoir qu'il y a un militant que vous avez eu en reportage, dans le tout premier reportage qu'on a eu, qui s'appelle Staline Crack, qui avait pris en charge 15 toxicomanes. Sur ces 15 toxicomanes, il y en a 13 qui sont totalement sevrés. Et nous avons eu la fierté, en fait, à chaque fois, de montrer son bilan et de dire que si lui est arrivé, nous pouvons y arriver avec plus de moyens. Comment il a fait? Mais il a loué une maison de campagne dans l'Oise, il s'est occupé d'eux, il a pris de ses propres moyens, et tout le monde avait cherché à le décourager. Et au final, ben, sur les 15, il y en a 13 qui sont totalement sevrés et 2 qui sont retombés. Donc
on peut y arriver. Et malheureusement, aujourd'hui, les associations qu'on finance à millions, comme Opelia, comme Safe, comme Gaïa, comme Aurore, la seule chose qu'ils entretiennent, c'est le lien social, mais ils n'ont ni de résultats au niveau de l'insertion, ni au niveau du sevrage. Et je suis bien placé aussi pour parler d'Aurore. J'ai été 10 ans sans domicile fixe. J'ai été au PSA Bastille, où les SDF normaux étaient mélangés aux SDF qui étaient toxicomanes. Vous avez fait un reportage d'ailleurs là-dessus à Bastille. Il y a le PSA Bastille qui est là-bas. Et on a une centralisation des SDF. Et Aurore a une mainmise sur l'accompagnement et l'insertion des sans domicile fixe. Et je connais très très bien les dirigeants. Et là-dessus, il n'y a eu aucun réel débouché, aucune avancée. Et je veux dire, avec les différentes crises qu'on a vécues entre 2010 et limite là maintenant 2022, on a un tel nombre de sans domicile fixe et de marginaux que aujourd'hui il est quasiment impossible de pouvoir gérer quoi que ce soit. On y cumule aujourd'hui maintenant les réfugiés ukrainiens qu'on ne sait plus où placer et qu'on dépose sur Porte de la Chapelle, Porte d'Aubervilliers et Porte de la Villette. On les expose directement à ces fléaux sociaux et à cette toxicomanie et à ces trafiquants de drogue qui cherchent constamment des nouveaux clients. Bah, vous parliez de ces associations, Aurore, Gaïa, etc., en pointant du doigt leur inefficacité. Euh, Derrière l'idée des salles de shoot, il y a quand même une théorie qui est celle de la réduction des risques. C'est-à-dire que on va effectivement fournir des pipes aux drogués pour qu'ils puissent venir dans des points qui ne sont pas insalubres, se droguer effectivement, avec un contrôle de gens qui peuvent. Donc c'est la philosophie de l'accompagnement. Enfin, je veux dire, il y a une théorie derrière. C'est pas non plus on va permettre aux gens de se droguer. Et Il vous faut- vous dites que ça marche pas du tout. Ça marche pas du tout. Et leur argument à chaque fois, c'est regardez ce qui s'est passé en Suisse. Aujourd'hui, vous allez en Suisse, à Genève, là où il y a ce genre de structure, ou encore à Zurich. Eh ben, c'est plus la Suisse qu'on connaît. C'est plus du tout la Suisse qu'on connaît. Vous allez au Portugal avec ce système d'accompagnement à la consommation, plus par la suite le travail politique a amené la dépénalisation, et avant la enfin, et après la dépénalisation, on sait qu'il y a la légalisation des drogues. Aujourd'hui, le Portugal est totalement dépassé par les consommateurs de crack et par la consommation de crack et toutes les violences qui vont avec. Quand on voit aujourd'hui les résultats à Vancouver et à Montréal, on ne peut faire qu'un constat d'échec. On est dans une idéologie internationale, un lobby international de l'accompagnement à la consommation qui amène vers la légalisation des drogues, mais on n'y arrive pas. On peut aussi me citer en France la salle qui est à Strasbourg, c'est une salle qui est hors des villes, déjà, je veux dire hors des quartiers, qui est vraiment éloignée. Il y a des logements sur place et à la limite, ils sont vraiment en circuit fermé. Nous, malheureusement, à Paris, qu'est-ce que c'est? On a mis une salle de shoot dans l'hôpital de la Riboisière, qui de base devait être dans le quartier de la Chapelle, dans le 18e, mais la population s'est rebellée à temps. Donc au final, on l'a mis dans l'hôpital de la Riboisière, qui juxtapose plusieurs quartiers, le quartier de Barbès, le quartier de Stalingrad, le quartier de la Chapelle, et beaucoup de quartiers dans le 10e. Et les désagréments, on les ressent jusqu'au 11e, voire même une partie du 20e et du 12e. Et aujourd'hui, il suffit juste d'aller dans les parkings pour voir l'état d'insalubrité des parkings quand des toxicomanes viennent pour se piquer, pour déféquer, pour faire ce qu'ils ont à faire, ou tout simplement dans les couloirs de Gare du Nord, tout simplement voir les toxicomanes consommer à l'air libre, que ce soit leur pipe à crack ou même d'autres substances, et que là-dessus, en fait, on a concentré encore plus la toxicomanie et les phénomènes d'insécurité dans un quartier qui est dense au niveau de la population, au lieu d'avoir cherché à la limite un endroit qui est beaucoup plus dégagé. Et leur excuse, qu'est-ce que c'est pour nous sacrifier? Il faut agir là où il y a les consommateurs de drogue. Ça veut dire qu'une minorité de consommateurs de drogue qu'on devrait normalement aider à se réinsérer, on décide à ce moment-là de pénaliser la majorité. Et avec ça, c'est un risque pour les mineurs. À Éole, la chose qu'on a eue en particulier, c'est que les dealers venaient aborder les mineurs pour soit leur proposer de consommer, soit de devenir dealer. Parce que un dealer mineur, c'est pas facile à faire condamner. Et c'est une aubaine commerciale. Et c'est ça qui s'est passé. Et qu'aujourd'hui, quand on sait que cette salle de shoot qui est
à Gare du Nord, elle permet un périmètre d'impunité, de consommation et de transport de drogue de 300 mètres carrés, où la police ne peut pas intervenir. Et on est à côté de Gare du Nord. C'est quand même énorme. Aujourd'hui, pourquoi on se plaint de l'insécurité de Gare du Nord et de la dégradation de ce quartier? C'est à cause de ça. Et aujourd'hui, Gare de l'Est, qui est à côté, en paye le prix. Et c'est d'autres grandes gares aujourd'hui qui en payent le prix, comme Gare Saint-Lazare, comme Gare de Lyon, et même Montparnasse en est frappé. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on a fait en sorte que Paris soit le grand rond-point national, voire européen, des drogues. C'est un constat assez dur que vous faites. C'est la réalité. C'est une réalité, en fait, qui frappe Paris, et en particulier le Nord-Est, depuis 40 ans. Elle est là, cette réalité. Elle est là, et les chiffres sont là aussi. C'est les chiffres de l'OFDT, c'est les chiffres qu'on peut consulter aussi de tous les ministères, et c'est les chiffres aujourd'hui qui sont devenus européens. On est dans une situation grave et alarmante. Et on est dans une situation d'insécurité et d'instabilité pour les riverains qui ne demandent juste qu'à vivre normalement, travailler normalement et faire évoluer leur commerce, qui vivent un cauchemar. Aujourd'hui, on a construit des bâtiments qu'on appelle chapelles internationales sur une ancienne friche SNCF où les gens ne veulent plus acheter ou habiter. Et ceux qui ont acheté ou qui y habitent, regrettent. On a la même chose sur le quartier de Rosa Parks, qui a été un point de fixation et qui s'est retrouvé en étau entre les toxicomanes qui avaient du côté de Rosa Parks et ceux qui étaient du côté de Porte d'Aubervilliers. Donc, au final, la réalité des problèmes qu'amène la toxicomanie et le trafic de drogue dans les quartiers, il est évident, le constat économique, il est énorme. Quand on sait qu'aujourd'hui, il y a des associations qui arrivent à demander juste 100 000 euros de dommages et intérêts, je trouve que c'est une blague. On est à des centaines de milliers d'euros de pertes depuis les années et les décennies qu'il y a. Et vraiment, là, quand je vois que des restaurateurs à Gare de l'Est, à Gare du Nord, soit ferment, soit ne réouvrent plus, ou soit sont obligés de fermer plus tôt de peur de l'insécurité et parce qu'il n'y a plus de fréquentation, le constat est alarmant et les pertes sont alarmantes. Alors, on a l'impression dans le discours de Darmanin qu'il y a un tournant qui s'est opéré dernièrement. On l'a vu avec cette évacuation du square Porte de la Villette. Vous dites que ça, c'est insuffisant. J'ai eu avec Gérald Darmanin un entretien d'une demi-heure. Je remercie d'ailleurs ce jour-là, au risque de me faire insulter, les militants qui m'ont permis de parler avec Gérald Darmanin. C'était dans un meeting pendant la législative. Et il était d'accord avec tous mes constats. Et il s'était engagé à venir faire une visite pour fin juin, début juillet. Aujourd'hui, on est en octobre. On est dans une opération qui est largement insuffisante. Et là, le square est évacué. Le square est évacué, mais où sont-ils évacués? Aujourd'hui, vous avez les 3/4 de ces toxicomanes qui sont revenus vers les points d'origine, qui sont Stalingrad, La Chapelle, Porte de la Chapelle et Porte de Clignancourt, qui n'ont jamais été vidés. Parce que là où il y a des habitudes toxicomanes et des hôtels sociaux et des structures, il y aura toujours des toxicomanes. Donc, on a rajouté, excusez-moi l'expression, la merde à la merde. Non pas que voilà, je qualifie ces êtres humains de merde, mais je qualifie la situation et leurs conditions de vie comme vraiment de la merde. Et qu'au lieu de les aider, au lieu de les faire sortir de cette routine poison et de leur permettre de s'en sortir et de se réinsérer, on ne donne que un cadre pour qu'ils puissent conserver leur consommation de drogue et se dégrader encore plus. Un toxicomane, quand il rentre dans sa phase cauchemardesque, il peut peser 86 kilos, mais à force de se droguer et de ne plus manger, il va finir à 45. Et je vous en présente à Tire-Largot, du côté de la rue Pajol, du côté de Marx-Dormois, du côté de la Chapelle de Stalingrad. Ils sont en déchéance, je veux dire. L'image du zombie tel qu'on a de Walking Dead et aujourd'hui un toxicomane, elle est identique. Et quand vous dites ça, vous avez des gens comme Éric Pliez, ancien président de Aurore et aujourd'hui maire du 20e arrondissement, qui a voulu imposer un espace dit salle de shoot dans le 20e arrondissement, dans la rue Pelleport, dans une rue qui est calme, comme étant un toxicophobe. Mais il y a une réalité. Comment ne pas être toxicophobe? Mon gosse serait un toxico, oui, je serais toxicophobe, parce que je ne pourrais pas supporter de voir que mon gosse se détruit.
Et donc, il faut le faire sortir de ça. Il qualifie ceux qui critiquent la toxicomanie de toxicophobie. Oui, 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 Non, c'est vrai ça? oui. Et il y a des documents, il y a eu même des réunions pour dénoncer la toxicophobie, financées par la mairie du 20e arrondissement. C'est quand même grave. Et un financement du 20e arrondissement, ça veut dire un financement de la mairie de Paris. Cette même mairie de Paris qui s'était engagée auprès de nous pour soutenir nos actions. Et qui ne l'a jamais fait. Et qui n'a soutenu uniquement que les actions qui sont en lien avec Anne Souiris, Gaïa et Aurore. Donc, on est dans un clientélisme et on est dans une non-écoute des riverains qui subissent et qui sont les premières victimes. On impose et on fait une dictature du trafic de drogue et des drogués dans nos quartiers, alors que moi, je n'ai pas de cuisine de crack chez moi, je n'ai pas de stock d'héroïne chez moi, je n'ai pas de stock d'opiacés chez moi, et je demande qu'une chose, c'est à vivre tranquillement. Ma femme n'a pas à subir ces installations, elle peut sortir quand elle veut pour retirer son argent, faire ses courses ou même rentrer tard du boulot. Elle n'a pas à se sentir menacée quand elle sort tôt du matin à cause d'un toxicomane qui est somnambule à 6 heures du mat, qui déambule, qui menace et qui fume son crack ou qui peut sortir même une seringue empoisonnée comme ça dans le métro 12. C'est pas normal ça. C'est pas normal. Et la police dans tout ça, la préfecture de police... Il faut faire une nuance. Alors, entre la préfecture de police, qui est un organe qui prend des décisions ou qui reçoit des décisions de l'État, et la police, qui sont des policiers, avant tout des pères de famille, qui reçoivent des ordres, qui ont des consignes et qui ont des restrictions. Ce sont les premiers à être avec nous, ce sont les premiers à se mettre en danger, ce sont les premiers à déplorer, des fois même à devoir venir 1 heure après dans un site où il y a eu un problème. On a eu le viol d'une mineure à la place de Torcy, qui est à 50 mètres de chez moi, par un toxicomane. La police est venue qu'1 heure après. Et ce sont les jeunes qui se font constamment contrôler, qui sont intervenus et qui ont fait la police dans ces quartiers. C'est eux aujourd'hui qui font la police dans ces quartiers, qui dégagent soit les toxicomanes trop virulents, soit les dealers de crack. C'est eux aujourd'hui qui font la police. Et malheureusement, la police en elle-même, elle est de plus en plus désemparée, elle a de moins en moins de moyens, et elle a de moins en moins de possibilités d'envoyer des rondes. C'est ça aujourd'hui le constat. Et on a eu une telle politique anti-flic dans les quartiers qu'aujourd'hui on ne comprend pas qu'il y a un intérêt à s'engager dans la police. On a fait une telle propagande avec toute cette culture de rue, cette culture rap à dire nique la police, ceci, cela, alors que nos mères, les premières sont celles qui subissent l'insécurité. Ce sont celles qui subissent les nuisances et que si aujourd'hui leurs enfants se seraient engagés dans la justice et dans la police, la vie de ces quartiers se serait améliorée. Et au contraire, elle ne fait que se dégrader. Pourquoi ? Parce qu'on est uniquement que dans une continuité des idéaux qu'on peut retrouver dans Ma cité va craquer, La haine et compagnie depuis les années 90. Et le phénomène qui était marginal à l'époque de toxicomanie a explosé. Et aujourd'hui, la France vit une situation américaine digne de Baltimore, de Détroit, de Chicago, de Philadelphie. Et on traite ça comme si c'était Plus belle la vie au lieu de traiter ça comme The Shield avec Vic Mackey. Ouais, c'est le tableau d'un long pourrissement que vous décrivez. Long pourrissement avec les moyens inefficaces et des théoriciens bobos qui n'ont aucune connaissance du terrain et aucune compréhension de nos souffrances. Alors, il y a une question qui se pose quand même. Quel serait le mobile pour toutes ces associations d'emprunter une voie qui n'est pas efficace dans le traitement de ce problème ? Pourquoi, en gros, ils font des salles de shoot si ça ne marche pas ? Alors, moi j'ai une théorie. J'étais avec Elina Dumont. On travaillait sur une enquête qu'on devait remettre pour un rapport à la région Île-de-France sur la crise du crack. Et on avait les employés de Aurore qui nous ont dit clairement, nous militons pour la légalisation de toutes les drogues. Ça veut dire que vous avez des employés aujourd'hui qui ont des financements de la mairie de Paris, de l'État, qui sont soutenus par l'ARS, l'Agence régionale de santé, qui est un organe aussi de l'État, qui ont l'audace de venir vous dire on milite pour la légalisation des drogues.
Et il existe aujourd'hui des lobbies politiques, aussi bien aux États-Unis qu'au Canada et dans d'autres pays, qui militent pour la légalisation des drogues, comme à un moment donné, on a légalisé l'alcool à l'époque d'Al Capone. Parce que pour eux, ils pensent que c'est une solution, que ce serait beaucoup plus contrôlé et que ça arrangerait beaucoup de problèmes. Mais je ne vois pas en fait le fait de légaliser du crack, quand on voit l'état second de certains consommateurs, ce que ça pourrait arranger. Hmm. Je ne vois pas le bienfait d'avoir en accès libre ou même en ordonnance la drogue du crocodile, la cocaïne ou l'héroïne librement, surtout quand on voit les dégâts que ça fait sur les mineurs. Et j'aimerais avoir aussi une pensée pour tous ces mineurs sur lesquels nous sommes intervenus, ces parents qui sont désemparés face à la crise de la toxicomanie et leurs gamins qui tombent là-dedans. Aujourd'hui, c'est des gamins qu'on drague sur Internet, qu'on fait venir, même s'ils vivent en province, sur Paris, qu'on drogue, qu'on viole, qu'on prostitue, et qu'après, on met au profit du trafic humain. Ça veut dire que il y a une fille sur laquelle on a été intervenu et qu'on a, grâce au père et cette détermination, je veux dire, nous, tout ce qu'on avait fait, c'était faire retourner les tentes de Porte de la Villette et puis un maximum de relais avec les quelques toxicomanes qu'on connaissait pour essayer de retrouver sa fille. Lui, il est tellement allé à fond et que ça a obligé en fait la police à mettre une alerte sur cette fille et on l'a retrouvée à Bobigny et au final, elle était sur le point de se faire enlever ses papiers et de se faire sortir à l'étranger pour je ne sais quel bordel qui pouvait exister, que ce soit peut-être en Allemagne, en Hollande ou quoi que ce soit. Mais ça commence pour beaucoup des toxicomanes quand ils sont mineurs. Et là-dessus, en fait, c'est si on va vers cette légalisation, on donnera un meilleur accès à ces drogues, à ces publics fragiles, vulnérables ou mineurs. Voilà la réalité. Et eux sont tout le temps dans l'agenda théorique, sont tout le temps dans l'agenda idéologique et utopique, sans comprendre la réalité. Comment on peut demander à des gens qui vont acheter 1 kilo de tomates, qu'est-ce que je dis 1 kilo de tomates, 3 tomates à 10 euros à Naturalia, de comprendre la réalité de notre vie et ce que c'est que d'assumer des familles. Ils ne le comprennent pas. Ils sont pas pour la natalité. Donc pour eux, en fait, ils sont dans une théorie carpe diem. On légalise les drogues, tout le monde va bien, tout le monde vit bien, et tout est beau dans le meilleur des mondes. Mais c'est pas ça la réalité. C'est pas ça la réalité. Et les dégâts de la drogue, ce qui frappe aujourd'hui, c'est en particulier les familles populaires. Et ce sont ceux qui subissent les crises sociales. Et aujourd'hui, avec les crises qu'on va avoir, avec la crise énergétique, les crises économiques à profusion, et ce qui est en train de nous arriver aussi bien avec l'Ukraine, la Russie et toutes les autres crises qu'il y a, ça va être sans précédent et ça va ne faire qu'amplifier ce phénomène de toxicomanie. Il faut voir les dégâts de la toxicomanie, en particulier juste dans le Hauts-de-France. Le Hauts-de-France aujourd'hui qu'on devrait appeler le Haut-de-chômage, tellement c'est un désastre au niveau social. Alors justement, ce problème du crack, est-ce qu'il se répand ailleurs qu'à Paris? Bordeaux, Alençon, Rouen, je répète encore le Hauts-de-France, l'Alsace, la Lorraine n'est pas épargnée. Il y avait un réseau de distribution de Compiègne jusqu'à Nice avec crack, héroïne et d'autres drogues. On a eu des retours sur certains squats, même dans des villes calmes comme Cannes. Donc aujourd'hui en France, il y a quasiment aucune ville qui est épargnée. Pourquoi? Parce que comme vous l'aviez expliqué dans la première vidéo, le crack, c'est très facilement productible. Ça demande un réchaud, une casserole, de l'eau, quelques produits chimiques et on laisse la roche se faire, on la casse et puis après ça se vend très très vite. Et des fois, il y a très très peu de cocaïne. Donc en gros, on vend quoi? On vend un semblant de cocaïne et un assemblage de produits chimiques. Et c'est une drogue du pauvre qu'aujourd'hui, de plus en plus de personnes vont tomber dedans et on n'a pas fait le constat de la tragédie américaine, la tragédie canadienne ou encore même la tragédie brésilienne. Le crack est aujourd'hui devenu un fléau international. Quand on regarde les dérivés qu'il y a au Congo avec le bombé qui transforme les gens, mais vraiment en zombies déambulants qui n'ont plus de raison. Leur cerveau est complètement mort. Qu'on voit que le Cameroun, il y a eu 25% de la population qui a consommé ça.
et que au Maghreb, il y a 53% de la jeunesse qui ont déjà consommé une substance de drogue dure, dont le crack. Donc, il y a une situation alarmante, non seulement française, européenne, mais surtout internationale. Et là-dessus, que font les instances internationales, les instances de santé? Je ne vois pas. Et je pense qu'aujourd'hui, ben, à terme, pour beaucoup d'entre eux, ben, légaliser, ce serait une solution. Voilà. Et quant aux villes françaises, je finirais par juste mettre l'accent sur la toxicomanie dans les agglomérations rurales. Elle est en pleine explosion. Ah oui? Ouais, ouais. Dans les campagnes aussi? Dans les campagnes, bien sûr. Dans les campagnes. Quand vous avez des personnes qui sont au chômage, qui vivent dans les campagnes où il y a très peu de débouchés, très peu de transport, et qui sont dans une routine en fait où ils ont besoin de s'évader, la toxicomanie d'opiacés, d'héroïne ou d'autres formes, eh ben elle est là. Elle est là. Et que pour beaucoup d'entre eux, ben, à force de tourner dans cette routine, ben, ils vont quitter leur village pour aller vers une grande ville, pour se retourner vers d'autres substances qui vont forcément les amener vers le crack et ensuite les amener à Paris. Et quand vous interrogez des toxicomanes qui sont encore euh, dotés de raison et qui ont la volonté de vouloir s'en sortir, ils vous racontent cette histoire, qu'ils viennent de base d'une petite ville française et qu'au final, ils échouent ici. Et que très souvent, euh, leur cauchemar, il commence quand ils sont mineurs. Donc, où est la prévention? Hmm. Où est la prévention? Quand est-ce que la France va arrêter de faire la politique de l'autruche là-dessus? Quand est-ce que les instances européennes vont arrêter de faire la politique de l'autruche? Et quand est-ce qu'on va mettre les moyens pour agir réellement? Et, et sur la question du démantèlement de ces trafics de drogue, donc on sait que le trafic du crack est contrôlé par les Sénégalais à Paris, les Modou. La question du démantèlement de ces trafics se pose. Comment se fait-il que l'État n'ait pas mis en œuvre les moyens suffisants pour faire stopper Alors, ce trafic? alors oui, depuis un certain temps dans les informations, on met toujours l'accent sur les mots doux sénégalais en tout temps pointant du doigt la communauté sénégalaise qui est elle-même première victime de ces trafics de drogue, de cette toxicomanie, parce que beaucoup de leurs enfants, malheureusement tombent là-dedans. Et les Modou, en fait, viennent d'un village bien précis au Sénégal. Et ils sont dans une nébuleuse de crimes organisés qui inclut en fait d'autres personnes qui sont souvent extérieures au Sénégal. Et les Modou, tels qu'on voit aujourd'hui, ne sont que les petites mains d'un trafic. Demain, si on expulse tous les Modou, ce seront les punks à chiens ou ce seront d'autres personnes qui prendront le, la gestion du trafic de crack. Il faut savoir aussi que derrière des Modou, bah, il y a très souvent bah, des patrons. Et ces patrons-là, bah, ils ne sont pas d'origine sénégalaise. On a eu écho à l'époque de quelqu'un qui était d'origine algérienne, un autre qui était français. Il y a eu diverses origines. Et quand on sait qu'aujourd'hui, cette cocaïne qui est transportée dans le 18e, dans le 19e et dans les différents arrondissements de Paris, elle transite avant tout par les ports principaux de France ou de Belgique. Il faudrait peut-être se demander quels sont les circuits de transport pour emmener cette cocaïne qui va être transformée ensuite en crack ou vendue pure et vendre tout simplement l'idée que si on enlève les mots doux, on sera tranquille. C'est comme dire, ouais, demain on enlève les livreurs Uber et on n'aura plus la malbouffe chez nous. C'est une théorie fumeuse, c'est de la pure connerie. C'est de la pure connerie. Demain on peut tous les expulser, le trafic de crack n'arrêtera pas. Parce qu'avant, les Modou sénégalais, c'était une autre communauté qui le faisait. Ah ouais? Ouais. Et c'est toujours les petites mains d'un trafic qui ont des gens bien plus hauts que eux au-dessus. Hmm. Avec des intérêts, bien sûr, beaucoup plus gros. Ouais. Mais ça répond pas à la question de savoir pourquoi. Enfin, on s'étonne en tant que, je veux dire, en tant que citoyen que ce trafic ne soit pas démantelé de C'est façon. très dur de démanteler parce que n'importe qui
alors je vais le dire aussi, voilà. C'est pour ça que j'ai dit, si demain on les fait dégager, on va pas démanteler le trafic de crack. C'est vraiment, ça sera d'autres personnes qui prendront le relais. Il est très facile aujourd'hui de constituer une cuisine de crack et c'est totalement nomade. On peut avoir même des plaques chauffantes sans prise. Une casserole, comme dirait l'ignoble SCH, et ça fait du crack. Ça va très très vite. Ça va très très vite. On n'a pas besoin de grand-chose pour produire du crack. Hmm. Et ça demande une plaque chauffante, ça demande une casserole, et ça demande quelques produits chimiques qui ne coûtent rien, avec un résidu de cocaïne, et ça y est, c'est fini. C'est fini. Et c'est un rendement qui rapporte beaucoup. Parce que une galette de crack va donner 10 minutes de consommation avec peut-être une minute d'extase. Donc la personne va chercher avant tout à reproduire ça. Donc il va faire la manche. Donc il va essayer de voler. Donc il va essayer de cambrioler. Il va essayer de faire n'importe quoi pour trouver de quoi payer sa prochaine dose. Juste pour pouvoir retrouver cette sensation. Et très souvent, contrairement à ce qu'on peut croire dans les films, beaucoup de consommateurs de crack deviennent eux-mêmes producteurs ou dealers pour avoir des facilités de consommation. Hmm. Tout simplement. Donc demain, je le dis encore une fois, on va enlever ces mots doux, on ne démantèlera pas le crack. Et hier, ce qui a été criant, c'est qu'un toxicomane, qui était à la colline du crack, en sortant, il a dit, vous aurez beau faire ce que vous voulez, le crack, c'est dans les veines de Paris, vous l'enlèverez jamais. C'est à l'intérieur même, et c'est quelque chose de trop puissant avec des personnes trop puissantes. Donc vous allez rien faire. C'est quand même, voilà, c'est quand même criant de vérité, et c'est quand même un constat qu'on a aujourd'hui sur la ville de Paris, mais pas uniquement. Et c'est à l'échelle nationale. Et donc, quoi faire? Quoi faire? La seule chose qu'on peut faire, c'est déjà se protéger. C'est avant tout la prévention. Faire en sorte que nos enfants, nos proches, ne tombent pas là-dedans. Parce que très souvent, ça peut tourner sur ce genre de choses-là. Moi, j'ai vu des profils d'une femme qui était péricultrice, qui, pendant la crise sanitaire, se retrouve au chômage, tombe là-dedans, et aujourd'hui, elle finit sans la garde de ses enfants, SDF, et à se faire tabasser constamment, et elle n'a plus ses papiers alors qu'elle est française, pour pouvoir consommer cette drogue. Elle est esclave de ce caillou et elle est esclave de ces mots doux. On est vraiment dans un système moyenâgeux. Donc, Et il faut dire que dès la première prise, on est dès la addict. première prise, dès la première prise. Et vous avez eu l'occasion d'interroger beaucoup de toxicomanes. Et vous avez fait vraiment, il faut le dire, votre média a fait un travail admirable qu'aucune chaîne de télé n'a fait. Et ça, je vous remercie là-dessus. Au nom de tous les riverains de Merci. Paris, on vous remercie là-dessus parce que ça reste, ça fait des vues et ça fait de la prévention. Et c'est des choses comme ça. C'est votre travail qui fait beaucoup de prévention, déjà. Merci. Parce qu'on avertit. Vous vous rendez pas compte de ce que vous avez fait au niveau du salut public. Beaucoup de gens vous critiquent. Vous avez fait quelque chose au niveau du salut public qui est énorme pour quelque chose qui ne rapporte pas beaucoup parce que vous n'êtes pas une chaîne, vous n'êtes pas un média, vous n'avez pas une régie publicitaire énorme. Et c'est incroyable ce que vous avez fait, Et c'est de salut public, vous devriez être décoré. Je vous le dis très sincèrement. Parce que ce que vous avez fait, les prises de risques, les dangers, j'ai été là dans tous les reportages que vous avez fait. C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. Et personne l'a fait avant vous. Maintenant, d'autres commencent à le faire, c'est tant mieux. Il faut qu'on continue. Donc déjà, il y a cette prévention. Ensuite, amener un toxicomane à se réinsérer comme l'a fait Staline Crack. Ce qu'a fait Staline Crack, on peut essayer de le faire à plus grande échelle et demander à l'État de nous financer, d'acheter des hameaux. On a eu quand même des Anglais qui ont acheté un hameau en milieu rural où il y avait personne, parce qu'il était totalement abandonné, à 25 000 euros. Un hameau, on peut accueillir au moins une centaine de personnes, on peut faire une communauté agricole, on peut les réinsérer, et ce genre de communauté existe vers Bordeaux, et ça a permis de désintoxiquer plusieurs personnes. Donc, le modèle existe, la réussite existe, pourquoi on ne le fait pas? Pourquoi on continue à tout prix vers un modèle qui se casse la gueule? C'est ça aussi, c'est arrêter ce modèle qui se casse la gueule. La seule chose qu'on peut faire, c'est ça. Parce qu'à partir du moment où il y aura moins de consommateurs, il y aura moins de trafic de drogue. Et pourquoi le trafic de drogue a explosé? C'est parce qu'on a eu
une clientèle potentielle énorme, aussi bien avec la vague de réfugiés qu'il y a eu avec les printemps arabes successifs et la France qui a fait la guerre à la Libye, qui a permis d'ouvrir toutes les frontières et tout le flot de réfugiés qu'on a eu, plus la guerre en Syrie, ça veut dire que la France bombarde d'un côté, mais de l'autre côté, elle accueille des réfugiés. C'est complètement idiot. Et au final, on a été dépassé par ce raz-de-marée de réfugiés qui fait que Qui étaient des cibles faciles, en qui fait. étaient des cibles faciles. On leur donne la première consommation gratuite et le lendemain, ils en veulent. Et ils font tout pour ça. C'est ça. C'est qu'on n'a pas fait cette prévention sur le terrain. C'est qu'on n'a pas fait aussi cet encadrement comme il fallait. On avait, à la limite, qu'est-ce qui nous aurait, si on voulait accueillir des réfugiés, qu'est-ce qui nous empêchait de faire comme la Turquie? Ça veut dire de prendre des terrains, de mettre des constructions, vous savez, Éphémères, ouais, voilà, des des constructions préfabriqués. éphémères et de les accueillir là-dedans, dans la dignité. Et que, à la limite, les amener vers une activité professionnelle qui soit vers l'agriculture, l'artisanat ou quelque chose qui les permettait de se responsabiliser. On a fait tout le contraire. On les a laissés livrés à eux-mêmes, dans l'assistanat, mais en même temps aux portes des poubelles, sans rien leur donner à part la main des toxicomanes et la main des dealers. C'est tout ce qu'on a donné à ces réfugiés. Et maintenant, on pleure et on s'étonne de cette crise. On a laissé faire des dirigeants qui ont fait n'importe quoi. On paye aujourd'hui les décisions de Nicolas Sarkozy et de François Hollande au niveau de la politique étrangère. Et aujourd'hui, on vient dire à longueur de temps dans les télévisions, ouais, c'est encore qui viennent foutre la merde. À un moment donné, il faudrait peut-être se regarder en face, et regarder pour qui on a voté et qui a foutu la merde et qui a foutu la merde chez les autres pour qu'on ait aujourd'hui l'éclaboussure du caca dans le visage. Ouais, c'est effectivement une façon de voir les choses. Ah, c'est la réalité. Et donc pour vous, Tarak Sassi, quelles sont les prochaines étapes là? Donc vous êtes à la tête d'un nouveau collectif, il me semble. Non, non, une association. Moi, je suis issu du sport et de l'insertion. Je suis issu de la politique de la ville. Je suis issu de la prévention. Je suis issu de ces cœurs de métier-là et c'est mon cœur d'activité. C'est mon cœur d'activité. Et avant la crise sanitaire, on travaillait normalement. On était affrété à des missions où avant il y avait des fonctionnaires. Ces fonctionnaires aujourd'hui ne sont plus en poste parce que ces postes n'existent plus. Et aujourd'hui, on donne des subventions à des associations pour faire ce travail. Mais depuis la crise sanitaire et les élections, il y a un ralentissement aujourd'hui sur l'attribution de ces subventions. Quand on sait qu'aujourd'hui, ces mêmes associations qu'on dénonce dans leur inefficacité ont très vite des millions d'euros pour continuer à faire pérenniser la crise et que d'autres associations qui se servent des crises sociales, comme certaines agences qui disent faire de l'insertion, touchent juste le lendemain de l'élection d'Emmanuel Macron 1 million d'euros sans donner de résultats dans les quartiers. Nous, aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est tout simplement pouvoir travailler normalement, avoir la possibilité d'utiliser des véhicules et surtout mettre en place les jeunes médiateurs qui connaissent le terrain et qui font leur travail aussi bien au niveau de la prévention, au niveau de l'alimentaire, mais surtout au niveau de la réinsertion. C'est la seule manière de pouvoir s'en sortir, c'est quand on responsabilise et on met les gens au travail. À partir de là, on n'aura que du changement. Tant qu'on restera dans cette politique éternelle de l'assistanat, de l'accompagnement à la consommation et de l'empoisonnement, on ne sortira pas de ce cauchemar. Et on ne fera que le pérenniser et on donnera un marché facile aux dealers de drogue. Tarak Sassi, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Et encore une fois, je salue votre travail. Merci.